La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres: 16 jours d'activisme, femmes et communautés mobilisées contre les violences basées sur le genre au Mali. Projet Yeleni, évaluation des apprentissages en langue nationale pour renforcer l'éducation des filles à Ségou. Ce sont nos titres, bienvenue à tous. La radio HD FM. Dans le cadre du projet Yeleni, financé par Save Children et mis en œuvre par l'ONG AMSOD, une évaluation de fin de phase en langue nationale s'est tenue le 3 décembre 2025. Au total, 526 apprenants, dont 306 filles, issues de 20 centres SSAP, ont été évalués après 2 mois d'apprentissage portant sur l'écriture, la lecture, les mathématiques et la combinatoire CVC dans plusieurs communes de Ségou. Cette étape constitue un moment clé pour mesurer les progrès réalisés avant la transition vers la phase française et renforcer la qualité des apprentissages au sein des centres. Suivons à présent le reportage de notre correspondante à Ségou, Saran Koulibaly. Dans le cadre du projet Yeleni, financé par Save Children et mis en œuvre par l'ONG AMSOD, une évaluation de fin de phase de la langue nationale a été organisée ce 3 décembre 2025. Au total, 526 apprenants, dont 306 filles, issus des 20 centres SSAP, ont été évalués après 2 mois d'apprentissage en écriture, lecture, mathématiques et CVC dans les communes de Chinzana, Tuna, Bla, Nyala, Dougouolo, Kéméni, Yangasso et Samabo. Pour mieux comprendre de cette mission, nous avons rencontré M. Halilou Kamate, superviseur d'éducation au sein de l'ONG AMSOD. L'ONG AMSOD est l'ONG de mise en œuvre de ce projet Yeleni depuis 2023. Nous sommes en train quand même de mener ce projet à travers 2 volets très phares, à travers l'éducation, la stratégie de scolarisation accélérée, dite passerelle, et aussi bien que le volet santé, qui est la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Actuellement, ce projet est en train de faire des résultats très probants, surtout dans le secteur de l'éducation dont je suis responsable surtout pour la mise en œuvre de cette stratégie SSAP à travers 3 caps. Le cap de Ségou, le cap de Bla, aussi bien que le cap de Yangasso. Aujourd'hui, nous sommes quand même avec des acteurs qui apprécient énormément nos résultats. Pour lui, c'est une étape très cruciale pour les apprenants, car elle permet non seulement de mesurer les progrès réalisés avant d'entamer la phase française. Cette évaluation langue nationale en Bamanakan, pour cette campagne 2025-2026, c'est que nous sommes parvenus à enrôler 526 apprenants dans les centres SSAP, dont 306 filles. Donc, ces apprenants aujourd'hui ont quand même bénéficié de cette étape très cruciale et très importante de la première évaluation, qui est un passage obligé que les apprenants doivent faire avant d'entamer la phase transitoire pour la phase française. Cette évaluation marque un moment clé dans le renforcement des capacités de base des enfants, en particulier des filles, et dans l'amélioration de la qualité des apprentissages au sein des centres SSAP. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier se mobilise pour les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Au Mali, cette campagne résonne particulièrement dans les communautés. Entre Ségou et Gao, des femmes engagées portent la lutte au quotidien. Parmi elles, Mme Sidibé Koumba Sidibé, conseillère en santé sexuelle et reproductive à Amsod de Ségou, et Haja Moulay, spécialiste VBG à Gao. Elles nous livrent leur analyse et les défis qu'elles rencontrent sur le terrain. Écoutons. Mon avis par rapport aux violences basées sur les genres reste un grave problème de santé publique et de droits humains. Par exemple, les chiffres même nous montrent ça. Selon l'ONU Femmes et l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie.
principaux facteurs, je vais prendre d'abord les normes et traditions qui justifient la violence. Par exemple, certaines pratiques culturelles ou croyances considèrent la violence comme normale ou acceptable, notamment dans le couple, ce qui favorise sa répétition. Il y a le silence aussi et les tabous autour des violences. La peur et la stigmatisation, la honte et des représailles empêchent de nombreuses victimes de parler ou de dénoncer, laissant les acteurs impunis. Ça, ce sont les silences et les tabous autour des violences. Ensuite, je vais prendre la dépendance économique des femmes. Quand une femme dépend financièrement de son conjoint ou de sa famille, elle hésite souvent à dénoncer les violences par crainte de perdre son soutien matériel. Et aussi, il y a la faible application des lois. Même lorsque les lois existent pour protéger les victimes, leur application insuffisante décourage les plaintes et favorise l'impunité. Il y a aussi la pression sociale et familiale. Il faut reconnaître que la famille et la communauté poussent parfois la victime à se taire pour préserver l'honneur ou l'unité familiale au détriment de sa sécurité. Oui, ces actions ont eu un impact positif au jour d'aujourd'hui. Les interventions des organisations, des gouvernements, des ONG et des acteurs communautaires comme AMSOL ont contribué à une meilleure sensibilisation, une amélioration des lois et un meilleur accès aux services pour certaines survivantes. Et par rapport à ces réalisations comme réussites, je peux prendre, il y a une meilleure sensibilisation des communautés maintenant autour de ces sujets. Et ensuite, il y a l'adoption et le renforcement des lois de protection maintenant. Il y a aussi le développement des services d'écoute et de prise en charge. Et il y a beaucoup de structures maintenant qui sont ouvertes maintenant pour les survivantes. Les survivantes sont bien écoutées et ils sont bien accompagnés. Il y a aussi l'implication croissante des leaders communautaires et des jeunes. Ça, c'est par rapport aux réussites. Comme limite, il y a la faible application des lois. La faible application des lois. Il y a aussi la sous-déclaration toujours élevée. Il y a beaucoup de cas qui ne sont pas déclarés. Et il y a un manque de moyens financiers et humains. Il y a la résistance culturelle qui est très forte. Puis il y a l'accès limité aux services en zone rurale. Dans les zones rurales, il faut reconnaître que les services ne sont pas disponibles. Les violences ne sont pas connues aussi comme si elles doivent être déclarées, alors qu'il y a beaucoup de ces cas dans ces zones-là. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés de façon constructive pour sensibiliser par des messages éducatifs. Il y a beaucoup de messages éducatifs qui peuvent passer par les réseaux sociaux. On peut aussi briser les silences grâce à ces espaces sécurisés. Et on peut orienter vers les services d'écoute et de protection à l'aide des réseaux sociaux. Et il y a aussi, on peut valoriser les femmes et les filles. À l'aide des réseaux sociaux, on peut mobiliser les communautés et promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux. Bien utilisés, les réseaux sociaux constituent un outil puissant de prévention, de protection et de promotion des droits des femmes et des filles, tout en valorisant les valeurs culturelles positives. Si j'ai un message à passer aux décideurs par rapport à l'occasion de ces jours d'activisme, j'appelle les décideurs, les organisations et toute la population à s'unir pour mettre fin aux violences basées sur le genre. Chacun a un rôle à jouer. Renforcer les lois, soutenir les survivants, éduquer les communautés, promouvoir le respect et l'égalité. En tant qu'acteur au VBG dans la région du Gao, je trouve à mon sens que le thème est vraiment d'actualité. Elle est d'actualité depuis très longtemps et c'est vraiment une thème qui collabore, qui corrobore un peu la réalité sur le terrain parce que les violences numériques sont depuis très longtemps un peu mises de côté par rapport aux violences basées sur le genre que nous connaissons sur le terrain. Et dire que dans la région de Gao, la violence numérique, c'est une réalité. Nous avons beaucoup de femmes, de filles, d'hommes, de jeunes hommes aussi qui sont survivants et victimes de ça. En fait, les violences numériques, nous avons l'habitude
de prendre en charge ici au niveau de la région, c'est surtout au niveau des violences sexuelles. Vous voyez un peu les agressions sexuelles, les harcèlements sexuels. Ça, c'est vraiment des cas de violence numérique que nous avons, surtout aussi le chantage. Vous voyez, la jeunesse aujourd'hui, on est tellement dans la mode, on est tellement dans le temps que les vidéos de nudité, les relations sexuelles photographiées ou bien filmées, et après, ça devient source de harcèlement, source de problèmes au niveau des couples. Et malheureusement, nous avons même certaines femmes mariées et certains hommes mariés qui sont impliqués, pas seulement les célibataires. Et il me semble que c'est la même méthodologie que nous avons, la même approche que nous avons pratiquée pour les violences basées sur le genre au niveau communautaire. C'est-à-dire, on renforce les sensibilisations sur ces mêmes réseaux. Voilà, qu'on ait des sensibilisations au niveau communautaire et aussi des communications, sensibilisation numérique en ligne pour que ces personnes qui, pour la majorité, sont sur ces réseaux sociaux puissent aussi avoir accès à ces messages de sensibilisation, d'information surtout sur les réseaux sociaux. Au fait, il me semble que le défi en termes de protection, c'est la méconnaissance des services de prise en charge. Vous voyez, des prises en charge, de savoir où aller. Il me semble qu'il faut institutionnaliser aussi ces mesures de protection qu'au niveau de nos polices, de la gendarmerie, de la justice, qu'il y ait des instances aptes à assister ces personnes survivantes de ces genres de violences numériques en ligne. Et au niveau de la région de Gao, les mécanismes que nous avons, c'est au niveau de la police. Au niveau de la police, à Gao, nous avons 2 arrondissements. Au niveau de la police du 1er et du 2e arrondissement, nous avons des agents de police formés qui sont aussi aptes à assister ces survivantes pour les cas de chantage, les cas de harcèlement, et ils le gèrent. Mais il me semble que, comme tous les survivants de VBG, les services restent les mêmes. Et il me semble que la lutte, elle doit se faire en un tout. Vous voyez, en un tout, comme vous l'avez bien cité, c'est les autorités, les acteurs humanitaires, les leaders communautaires, les OSC, les organisations à leadership féminin, les associations de jeunes. C'est tout un groupe, c'est nous tous ensemble. C'est tous ensemble qu'on peut mettre fin à ces violences. C'est tous ensemble qu'on doit aussi mener les actions de prévention. Et c'est tous ensemble aussi qu'on doit se mobiliser pour veiller à ce qu'il y ait la réponse adaptée et adéquate à ces violences. En bref, le groupe de dialogue santé a tenu sa retraite annuelle réunissant le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers. Les travaux ont permis de valider un plan d'action commun, d'élaborer une nouvelle feuille de route d'alignement et d'évaluer le plan 2024-2025. La rencontre est revenue sur une coprésidence marquée par une baisse de financement santé, ouvrant la voie à un dialogue politique renforcé aux États généraux de la santé et aux résultats de l'EDS V2. Cette retraite qui a également permis de discuter du quadruple Nexus et d'appuyer la révision du PDDSS, marque la fin de la coprésidence UNFP Canada. Le flambeau est désormais transmis au nouveau binôme Pays-Bas-Banque mondiale avec des recommandations pour renforcer la coordination et l'efficacité des interventions dans le secteur de la santé. Dans le cadre de la Semaine nationale des enfants vulnérables, placée sous le thème « Agir ensemble pour la protection et l'épanouissement des enfants vulnérables », Save Children au Mali, en partenariat avec AVEJ Mali, a procédé à la distribution de kits alimentaires au profit de 100 enfants. Les vivres ont été remis aux responsables des centres d'accueil Jida Bon, Kanouya, Nelson Mandela, Nyamana et Missabougou, ainsi que 15 familles vulnérables. La donation comprenait 200 sacs de riz de 50 kg, 200 sacs de mil local, 100 cartons de spaghettis et 100 bidons d'huile et de 5 litres. Save Children souligne que cette action vise à redonner le sourire aux enfants bénéficiaires et appelle à une solidarité continue pour garantir leur survie, leur apprentissage et leur protection. À Bougouni, les élèves se sont mobilisés pour briser le silence autour des violences faites aux filles. Dans le cadre des 16 jours d'activisme, le Bureau Plan International de Bougouni, en partenariat avec le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et l'Académie d'enseignement, a organisé le 6 décembre au lycée Kalilou Fofana une vaste séance de sensibilisation en milieu scolaire à travers débats, sketchs, poésie et interventions oratoires. Les élèves ont exploré le thème national, l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. L'activité a mis en lumière des jeunes talents engagés pour les droits des femmes et des filles sous la présidence du représentant du préfet et des autorités scolaires. Plan International Mali a remis des prix aux
établissements participants composés de fournitures scolaires, de jeux de maillots et de ballons. Une génération informée et impliquée, déterminée à lutter contre les violences et à défendre les droits des filles. Un mot de l'international à présent. Crise au Soudan, frappe, déplacements massifs et besoins humanitaires dramatiques. Des frappes aériennes dans l'état du Kordofan ont causé la mort d'au moins 144 personnes, dont 63 enfants, selon World Health Organization (OMS). Cette violence s'ajoute au déplacement massif à près de 12 millions de personnes déplacées et à la famine et à la destruction des services de base. Rafraîchissement de la situation des réfugiés syriens, retour en perspective mais défis persistants avec l'évolution du conflit en Syrie. Le retour des réfugiés déplacés est qualifié d'historique, mais les défis restent immenses. Logement, accès à l'emploi, réintégration et un retour à la maison loin d'être simple. Crise humanitaire majeure au Mozambique. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, met en garde contre une crise humanitaire d'ampleur dans le nord du Mozambique, frappé par des catastrophes naturelles et des besoins urgents d'assistance. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au microphone. Vous avez Bibata Mamotouré. La mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM